Saviez-vous qu'à chaque seconde, des millions de photons voyagent du Soleil vers la Terre, interagissant avec notre atmosphère et créant des spectacles de lumière qui défient toute description? Ces phénomènes lumineux naturels ne sont pas de la magie, mais des danses complexes de physique, de chimie et de géologie que la planète orchestre constamment. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de 10 des phénomènes lumineux naturels les plus étonnants du monde en révélant leurs secrets et la science derrière leur beauté éblouissante. Préparez-vous pour un voyage visuel et cognitif qui nous mènera des froides latitudes polaires aux profondeurs lumineuses de nos océans. En première position sur notre liste et peut-être le plus emblématique de tous, se trouvent les majestueuses aurores boréales et australes. Ces voiles de lumière dansant, majoritairement verts, mais aussi rouges, bleus et violets, illuminent les cieux nocturnes près des pôles magnétiques de la Terre. Elles résultent de la collision entre des particules chargées d'énergie provenant du Soleil, transportées par le vent solaire, et les gaz de l'atmosphère supérieure terrestre. Le vent solaire, un flux constant de plasma, voyage à des vitesses qui peuvent dépasser les 400 km par seconde. Lorsque ces particules énergétiques atteignent la magnétosphère terrestre, elles sont guidées vers les pôles magnétiques par le champ magnétique terrestre. À une altitude comprise entre 80 et 600 km au-dessus de la surface terrestre, elles entrent en collision avec des atomes et des molécules d'oxygène et d'azote. Cette collision excite les atomes atmosphériques, les portant à un état d'énergie plus élevé. En revenant à leur état énergétique original, ces atomes libèrent l'énergie excédentaire sous forme de lumière visible. Et pourquoi voyons-nous différentes couleurs dans les aurores? La réponse réside dans le type de gaz atmosphérique frappé et l'altitude à laquelle la collision se produit. L'oxygène atomique, par exemple, émet de la lumière verte lorsqu'il est frappé à des altitudes d'environ 100 km. Si l'interaction avec l'oxygène se produit à des altitudes plus élevées, autour de 240 km, la lumière est mise d'un rouge intense. L'azote, quant à lui, produit des tons bleus et violets, créant un véritable spectacle chromatique. Les aurores sont plus actives pendant les périodes de forte activité solaire, comme les tempêtes solaires, qui augmentent la quantité de particules énergétiques atteignant la Terre. L'intensité des aurores est mesurée avec l'indice Kp, qui varie de 0 à 9, indiquant la perturbation géomagnétique. Un indice Kp de 5 ou plus est considéré comme une tempête géomagnétique, ce qui signifie souvent des aurores visibles à des latitudes plus basses que d'habitude. Des pays comme la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Islande, le Canada et l'Alaska dans l'hémisphère nord et l'Antarctique au sud sont des destinations privilégiées pour les observer. Par exemple, à Tromsø en Norvège, une ville située à 690 degrés de latitude nord, les aurores sont un événement quasi quotidien en hiver. Des aurores historiques de grande intensité ont été documentées, visibles même sous des latitudes tropicales, comme la célèbre tempête de Carrington de 1859. Cet événement extrême a causé des perturbations massives dans les systèmes télégraphiques de l'époque, démontrant la puissance de ces interactions solaires terrestres. Passant au deuxième phénomène de notre liste, nous trouvons les spectaculaires arcs-en-ciel, un pont de couleurs qui a captivé l'humanité pendant des millénaires. Un arc-en-ciel se forme lorsque la lumière du Soleil interagit avec les gouttes d'eau présentes dans l'atmosphère. La clé de sa formation est un processus appelé réfraction, où la lumière se courbe en passant d'un milieu à un autre, dans ce cas, de l'air à l'eau et vice-versa. Lorsque la lumière blanche du Soleil entre dans une goutte de pluie, elle se réfracte et se décompose en ses couleurs composantes. Cela se produit parce que chaque longueur d'onde, qui correspond à une couleur différente, se réfracte selon un angle légèrement distinct. Les couleurs du spectre visible, du rouge à l'extérieur au violet à l'intérieur, deviennent visibles. Ensuite, la lumière se réfléchit à l'arrière de la goutte d'eau et se réfracte à nouveau en sortant, se dirigeant vers l'œil de l'observateur. Pour voir un arc-en-ciel, le Soleil doit être derrière vous et les gouttes de pluie devant vous avec un angle spécifique d'environ 42 degrés. Toutes les personnes ne voient pas le même arc-en-ciel, car la position de chaque observateur détermine les gouttes d'eau qui réfléchissent la lumière vers ses yeux. Cela signifie que chaque arc-en-ciel est une expérience unique et personnelle. Avez-vous entendu parler des arcs-en-ciel doubles? Bien sûr, les arcs-en-ciel doubles sont moins communs mais tout aussi impressionnants et ils se produisent lorsque la lumière se réfléchit deux fois à l'intérieur des gouttes d'eau.
Dans un arc-en-ciel double, le second arc est plus faible et a les couleurs inversées par rapport à l'arc-en-ciel primaire, avec le violet à l'extérieur et le rouge à l'intérieur. Il existe aussi les arcs-en-ciel surnuméraires, qui apparaissent comme des bandes de couleurs supplémentaires et plus faibles à l'intérieur de l'arc-en-ciel primaire. Ceux-ci sont le résultat de l'interférence de la lumière, un phénomène ondulatoire qui se produit lorsque les gouttes d'eau ont des tailles très uniformes. Un autre type fascinant est l'arc-en-ciel de brouillard ou fog bow, qui se forme dans des conditions de brouillard ou de brume. Contrairement aux arcs-en-ciel de pluie, les arcs de brouillard sont généralement blancs ou très pâles car les gouttelettes d'eau du brouillard sont beaucoup plus petites, estompant les couleurs. De jour, les arcs-en-ciel sont un rappel constant de la beauté inhérente à l'interaction de la lumière et de l'eau. Leur observation a été enregistrée dans des cultures du monde entier depuis des temps immémoriaux, les associant souvent à l'espoir ou à la divinité. Passons au troisième phénomène, les énigmatiques piliers de lumière. Ce sont des faisceaux verticaux de lumière qui semblent monter vers le ciel depuis une source de lumière terrestre ou descendre du Soleil ou de la Lune. Ils se forment par la réflexion de la lumière sur de minuscules cristaux de glace plats et hexagonaux flottant dans l'atmosphère. Ces cristaux agissent comme de petits miroirs, réfléchissant la lumière de sources lumineuses telles que les lampadaires, les phares de voitures ou même la Lune et le Soleil. Pour qu'un pilier de lumière solaire ou lunaire se forme, le Soleil ou la Lune doivent être proches de l'horizon. Lorsque la source de lumière est directement sous l'observateur, comme c'est le cas pour les lumières terrestres, l'effet est encore plus prononcé. Les cristaux de glace doivent être orientés presque horizontalement à mesure qu'ils tombent lentement à travers l'air. La plupart du temps, ces cristaux ont la forme de plaques et tombent avec leur face large orientée vers le sol. La lumière frappe la face inférieure de ces cristaux et se reflète vers le haut, créant le pilier ascendant. Un exemple notable de pilier de lumière se produit lors des nuits froides et claires dans les villes très éclairées, comme dans certaines agglomérations du Canada ou de Russie. Dans la ville d'Edmonton, en Alberta au Canada, pendant les hivers avec des températures de 20 degrés Celsius sous zéro ou moins, les piliers de lumière des lampadaires peuvent être un spectacle courant. Des piliers de lumière extraordinairement hauts ont été signalés, donnant l'impression de toucher les nuages, en raison de conditions atmosphériques parfaites et d'une grande quantité de cristaux de glace. Les anciens marins les confondaient souvent avec des signaux mystiques ou des reflets de navires fantômes au loin. La science moderne nous explique qu'il s'agit d'un magnifique jeu d'optique atmosphérique. En quatrième position de notre compte à rebours, nous avons les impressionnants halos solaires et lunaires qui se présentent souvent avec les parhélies, également connus sous le nom de faux soleils. Un halo est un anneau de lumière qui entoure le Soleil ou la Lune et tout comme les piliers de lumière, il se forme en raison de la réfraction et de la réflexion de la lumière sur des cristaux de glace suspendus dans l'atmosphère. Ces cristaux se trouvent dans les cirrus, qui sont des nuages élevés et ténus, entièrement composés de glace, à une altitude d'environ 6000 à 10 000 mètres. Le type de halo le plus courant est le halo de 22 degrés, qui apparaît comme un cercle lumineux de lumière avec un rayon de 22 degrés autour du Soleil ou de la Lune. Cet angle est dû à la forme hexagonale des cristaux de glace et à la manière dont la lumière les traverse, se réfractant et se dispersant. À l'intérieur de ce halo, le ciel semble plus sombre car la lumière est dispersée vers l'extérieur du cercle. Les parhélies ou faux soleils sont des taches de lumière brillantes qui apparaissent à gauche ou à droite du Soleil, à la même hauteur que celui-ci et à l'intérieur du halo de 22 degrés. Ils se forment lorsque la lumière solaire traverse des cristaux de glace hexagonaux plats qui tombent avec leur face principale orientée horizontalement. La lumière entre par l'une des faces latérales du cristal et se reflète par une autre, se réfractant à un angle minimal de 22 degrés, produisant les deux images lumineuses. Parfois, des halos plus complexes peuvent être observés, comme le halo de 46 degrés, qui est plus grand et moins courant que celui de 22 degrés. Il existe également des arcs tangents, des arcs circonzénitaux et des colonnes solaires, tous des phénomènes optiques résultant de l'interaction de la lumière avec les cristaux de glace. L'observation de ces halos a été historiquement associée à des changements climatiques, car la présence de nuages cirrus précède souvent l'arrivée de fronts chauds et, par conséquent, de pluie ou de neige. Par exemple, en 1620, l'astronome Johannes Kepler a documenté une série de halos complexes et de parhélies à Prague, les décrivant avec beaucoup de détails dans ses écrits. Les conditions idéales pour observer les halos sont des ciels avec de légers nuages cirrus et une position solaire pas trop élevée dans le ciel.
La 5e place sur notre liste est occupée par les captivants rayons crépusculaires. Ce sont des faisceaux de lumière solaire qui semblent rayonner d'un point dans le ciel, généralement le soleil, à travers les ouvertures dans les nuages ou entre les montagnes. Bien qu'ils semblent converger en un point, ce sont en réalité des rayons parallèles de lumière solaire. L'illusion de convergence est un effet de perspective, similaire à la façon dont les voies ferrées semblent se rejoindre au loin. Les rayons deviennent visibles lorsque la lumière est diffusée par des particules dans l'air, comme la poussière, l'humidité ou le pollen. Ils sont plus impressionnants au lever ou au coucher du soleil lorsque le soleil est bas à l'horizon et que sa lumière doit traverser une plus grande quantité d'atmosphère, ce qui augmente la diffusion. Les ombres des nuages ou des montagnes bloquent une partie de la lumière solaire, permettant aux rayons lumineux visibles de se détacher sur les zones ombragées. Un exemple classique sont les photographies de coucher de soleil dans des canyons profonds, où les rayons lumineux filtrent à travers les formations rocheuses. Dans le Grand Canyon, en Arizona aux États-Unis, les visiteurs sont souvent témoins de ce spectacle où les faisceaux de lumière semblent percer les vastes étendues rouges et oranges. Il existe aussi les rayons anticrépusculaires, qui sont moins courants et apparaissent du côté du ciel opposé au soleil. Ces rayons sont également parallèles, mais leur point de convergence est le point antisolaire, c'est-à-dire le point directement opposé au soleil dans le ciel. La meilleure façon de les voir est avec le soleil bas sur l'horizon et en regardant dans la direction opposée, généralement au coucher du soleil. Le célèbre mont Shasta en Californie, avec son profil impressionnant, est un endroit où des photographies spectaculaires de rayons anticrépusculaires s'étendant sur le paysage ont été documentées. L'observation de ces rayons a été une source d'inspiration pour les artistes et poètes à travers l'histoire, symbolisant l'espoir ou la révélation. Comment se forme-t-il avec une telle précision ? La précision est due à l'interaction directe de la lumière solaire avec les particules dans l'atmosphère, où chaque particule agit comme un petit diffuseur de lumière. Notre 6e phénomène est le mystérieux et insaisissable rayon vert. Le rayon vert est un phénomène optique atmosphérique qui se produit brièvement au lever ou au coucher du soleil, juste au moment où le bord supérieur du soleil apparaît ou disparaît de l'horizon. Il se manifeste comme un éclair vert émeraude qui ne dure qu'1 ou 2 secondes. Ce phénomène est le résultat de la réfraction atmosphérique, qui est la courbure de la lumière lorsqu'elle traverse des couches d'air de densité différentes. L'atmosphère agit comme un prisme, séparant la lumière du soleil en ses couleurs composantes. Les différentes couleurs se réfractent à des angles légèrement différents. La lumière bleue et violette est davantage dispersée, tandis que la lumière rouge est absorbée dans une plus grande mesure par l'atmosphère. La lumière verte est suffisamment réfractée pour être la dernière couleur visible sur le bord supérieur du soleil avant qu'il ne disparaisse ou la première couleur visible lorsqu'il apparaît. Pour observer un rayon vert, des conditions spécifiques sont requises. Un horizon très clair et dégagé, idéalement au surmer océanique et sans nuages ni brume. C'est pourquoi les zones côtières comme les plages de Californie ou les îles du Pacifique sont des lieux privilégiés pour son observation. Bien qu'il soit plus commun qu'on ne le pense, sa courte durée en fait un spectacle rare et souvent difficile à photographier. On estime que, dans les bonnes conditions, un observateur moyen pourrait voir un rayon vert 1 ou 2 fois par an. La légende marine associe souvent le rayon vert à des présages ou à la vision de terres lointaines. L'écrivain Jules Verne a même inclus une intrigue centrale sur la quête du rayon vert dans son roman homonyme de 1882. Son existence a longtemps été considérée comme un mythe par certains, jusqu'à ce que des photographies modernes confirment son inéluctable réalité. En 7e position, nous nous plongeons dans le monde fascinant de la bioluminescence marine. La bioluminescence est la production et l'émission de lumière par un organisme vivant, et dans les océans, c'est un spectacle vraiment magique. La majeure partie de la bioluminescence marine est produite par le plancton, en particulier les dinoflagellés, qui sont des organismes unicellulaires microscopiques. Ces organismes émettent une lueur bleu-vert lorsqu'ils sont perturbés mécaniquement, par exemple par le mouvement de l'eau, une vague ou un poisson. La réaction chimique qui produit cette lumière implique une molécule appelée luciférine et une enzyme, la luciférase. Lorsque ces deux substances réagissent en présence d'oxygène, de l'énergie est libérée sous forme de lumière. Cette lumière est froide, ce qui signifie que moins de 20% de l'énergie produite est perdue sous forme de chaleur, contrairement à une ampoule traditionnelle qui génère beaucoup de chaleur. Les dinoflagellés utilisent la bioluminescence comme mécanisme de défense. En brillant, ils peuvent effrayer les prédateurs ou attirer de plus grands prédateurs qui se nourrissent de ceux qui les attaquent, une stratégie connue sous le nom d'alarme de voleur. Il existe des baies dans le monde où la concentration de ces organismes est si élevée que l'eau scintille à chaque mouvement.
La baie phosphorescente à Vieques, Porto Rico, est l'un des exemples les plus célèbres et les plus brillants du monde. Dans cette baie, on estime qu'il peut y avoir jusqu'à 2 millions de dinoflagellés par litre d'eau. Une autre baie remarquable est la Luminous Lagoon à Falmouth, Jamaïque, où les visiteurs peuvent nager dans l'eau et observer leur corps s'illuminer. La bioluminescence est également courante dans les profondeurs de l'océan, où la lumière du soleil ne pénètre pas. Là, plus de 90% des organismes marins sont bioluminescents, y compris les poissons lanternes, les calmars vampires et les méduses abyssales. Ils utilisent la lumière pour la communication, pour attirer des proies, pour se camoufler et même pour chercher un partenaire. Les scientifiques estiment qu'il existe des milliers d'espèces bioluminescentes différentes dans les océans, dont beaucoup restent à découvrir. C'est l'une des merveilles les plus impressionnantes et les moins explorées de notre planète. Notre 8e merveille lumineuse est l'effet Brocken, également connu sous le nom de spectre de Brocken. Ce phénomène est une ombre magnifiée d'un observateur projetée sur les nuages ou le brouillard, souvent entouré d'un halo de lumière colorée. Il se produit lorsque le soleil est bas à l'horizon et que l'ombre de l'observateur tombe sur une couche de brouillard ou de nuages en dessous de lui ou d'elle. Le brouillard ou les nuages doivent être situés en dessous de la position de l'observateur, comme sur un flanc de montagne ou dans un avion. La lumière du soleil qui frappe les gouttelettes d'eau dans le brouillard est diffractée vers l'arrière, créant une couronne ou une gloire autour de l'ombre. La gloire est l'anneau de lumière colorée qui entoure l'ombre formée par la diffraction de la lumière autour des petites gouttelettes d'eau du brouillard. Le nom Brocken vient du sommet de la montagne Brocken dans le massif du Harz en Allemagne. Cet endroit est célèbre pour ses fréquents brouillards et les conditions idéales pour observer ce phénomène. Les alpinistes et randonneurs sur le Brocken ont signalé l'observation de leur propre ombre géante, parfois accompagnée d'une gloire multicolore. La taille apparente de l'ombre peut être trompeuse et paraître gigantesque en raison du manque de points de repère dans le brouillard et de la perception de distance altérée. Un exemple connu est celui des pilotes d'avion qui, en volant au-dessus d'une couche de nuages avec le soleil derrière eux, peuvent voir l'ombre de leur avion entourée d'une gloire circulaire. La première description scientifique de l'effet Brocken a été réalisée par Johann Esaias Silberschlag en 1780. Dans la culture populaire, le spectre de Brocken a souvent été associé au surnaturel ou à des rencontres avec des êtres mythiques. Nous passons à la 9e place avec les spectaculaires nuages nacrés, également connus sous le nom de nuages stratosphériques polaires. Ces nuages sont extrêmement rares et se forment dans la stratosphère, à des altitudes beaucoup plus élevées que les nuages troposphériques normaux, environ entre 15 et 25 km. On les observe généralement dans les régions polaires pendant l'hiver, lorsque les températures dans la stratosphère sont extraordinairement basses, en dessous de -83 degrés Celsius. Ces températures glaciales permettent la condensation de la faible humidité disponible dans la stratosphère, formant des cristaux de glace ou des gouttelettes d'acide nitrique et d'acide sulfurique. Les nuages nacrés sont appelés ainsi en raison de leur couleur pastel irisée, similaire à celle de la nacre. Ces couleurs brillantes sont dues à la diffraction et l'interférence de la lumière solaire à travers les minuscules particules de glace ou gouttelettes d'acide. La lumière du soleil, même après le coucher du soleil ou avant le lever du soleil, peut frapper ces nuages élevés et être dispersée, créant un spectacle lumineux. Ils sont classés en deux types principaux. Type 1, composé d'acide nitrique et d'eau, et type 2, formé principalement de glace d'eau pure. Bien que magnifiques, les nuages nacrés ont un impact environnemental préoccupant. Ils jouent un rôle crucial dans la destruction de l'ozone stratosphérique, car leurs surfaces glacées fournissent des sites pour que des réactions chimiques qui libèrent du chlore actif se produisent. Ce chlore actif, dérivé de composés chlorofluorocarbonés d'origine humaine, décompose les molécules d'ozone. Pour cette raison, elles sont étroitement surveillées par les scientifiques de l'atmosphère. Des nuages nacrés ont été observés dans des endroits comme la Norvège, la Suède, l'Écosse et plus rarement dans le nord de l'Amérique du Nord. En Norvège, notamment dans la région de Tromsø, elles sont une apparition occasionnelle pendant les hivers les plus froids, éblouissant les quelques chanceux qui les voient. Le premier enregistrement photographique scientifique de ces nuages date de 1893. Leur existence démontre la complexité de la chimie et de la physique de notre atmosphère supérieure. Enfin, à la 10e place de notre liste, nous avons les énigmatiques lumières de tremblement de terre. Les lumières de tremblement de terre sont des phénomènes lumineux observés dans le ciel pendant ou après un séisme. Leur apparition est rare et leur mécanisme de formation fait encore l'objet de recherches scientifiques, bien que plusieurs hypothèses existent. Elles ont été rapportées sous diverses formes, y compris des éclairs de lumière, des sphères lumineuses flottantes ou se déplaçant rapidement et des lueurs diffuses semblables aux aurores.
L'une des hypothèses les plus acceptées est que ces lumières sont générées par l'ionisation des gaz dans l'air. Cela pourrait se produire en raison de la libération de charges électriques des roches sous contrainte pendant le mouvement des failles tectoniques. On pense que certaines roches, comme les silicates, peuvent générer des courants électriques lorsqu'elles sont soumises à des pressions extrêmes, un phénomène connu sous le nom de piézoélectricité. Une autre théorie suggère que les mouvements du sol pourraient libérer des gaz piégés dans le sous-sol qui, en montant et en se mêlant à l'atmosphère, s'ionisent. Étant de la lumière. La plupart des observations documentées de lumière de tremblements de terre se produisent dans des zones de rift ou le long de failles géologiques verticales. Un cas notable s'est produit lors du tremblement de terre de Messine en 1908 en Italie, où des éclairs de lumière ont été signalés dans le ciel. Un autre exemple a été enregistré lors du tremblement de terre de Concepción au Chili en 2010, où des vidéos ont capturé d'étranges éclairs lumineux à l'horizon. Les séismes de magnitude supérieure à 5,0 sur l'échelle de Richter sont ceux qui ont la plus forte probabilité de générer ces lumières. Cependant, tous les grands tremblements de terre ne produisent pas de lumière, ce qui indique que des conditions géologiques et atmosphériques très spécifiques sont requises. Une étude de 2014, publiée dans la revue Seismological Research Letters, a analysé 125 cas de lumière de tremblements de terre documentés depuis 1600. Les chercheurs ont constaté que la plupart de ces événements se sont produits avant ou pendant la phase principale du tremblement de terre, dans des zones de failles qui s'étendent verticalement. Cela suggère un lien direct entre le stress géologique et la libération d'énergie lumineuse. Bien qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur les lumières sismiques, leur étude nous aide à mieux comprendre les phénomènes complexes qui accompagnent l'activité sismique. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus turbulents de la Terre, des phénomènes d'une beauté inattendue peuvent surgir. Ces 10 phénomènes lumineux démontrent que la nature est une artiste maîtresse, capable de peindre le ciel et la mer avec les couleurs les plus vives et les formes les plus étonnantes. Des aurores dansantes aux mystérieuses lumières sismiques, chacun d'eux nous invite à regarder vers le haut ou vers le bas avec une nouvelle appréciation. Nous espérons que ce voyage à travers les phénomènes lumineux les plus étonnants du monde a éveillé votre curiosité et vous a donné envie d'explorer davantage. Si vous avez apprécié cette plongée profonde dans les merveilles de la lumière naturelle, montre-nous votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne Explorando pour ne manquer aucune de nos futures expéditions. Mettez un j'aime à cette vidéo si vous avez trouvé fascinante la danse entre la lumière et la planète. Partagez ce contenu avec vos amis et votre famille qui aiment aussi démêler les secrets du monde naturel. Et laissez-nous un commentaire ci-dessous en nous disant lequel de ces 10 phénomènes vous a semblé le plus impressionnant ou si vous avez eu la chance d'en observer un.